et aussi aux gens qui ne sont pas connectés. Donc, comme je vous disais, on va voir au tout principe des notions de base sur les données géospatiales, car ce n'est pas tout le monde qui a ces bases-là. Donc, on va le faire très brièvement. On a aussi le guide où il y a plus de détails sur cela. Puis après, vous pouvez trouver plein d'informations sur le web, bien sûr. On va voir les guides de la bibliothèque qui sont plus mis de l'avant pour tout ça qui est données géospatiales et données statistiques, étant donné qu'on peut les coupler ensemble et les visualiser. On va voir la plateforme partagée GeoIndex. Donc, on va extraire des couches, puis je vais vous montrer ça. Puis finalement, comment les visualiser sur QGIS, qui est un logiciel de gestion de données spatiales. Donc, si vous avez des questions à fur et à mesure, vous pouvez les poser. Après, je pourrais les enlever de l'enregistrement si vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Ou au clavardage. Donc, je vois le clavardage sur mon autre écran. Donc, n'hésitez pas. Donc, pour commencer, les notions de base sur les données géospatiales. Donc, la définition de ce type de données, c'est que c'est des données et informations qui renvoient à un emplacement sur la surface de la Terre au moyen de coordonnées scientifiques précises. Donc, normalement, c'est des coordonnées géographiques. Et ce type de données sont utilisées pour représenter spatialement une situation, un contexte ou un phénomène. Et comme je vous disais, ils peuvent être combinés à des données statistiques. Puis, ce n'est pas parce que une couche ou un ensemble de données ne sont pas géoréférencées dans les données brutes qu'on ne peut pas les géoréférencer nous-mêmes à l'aide de QGIS. Donc, ça, c'est possible de faire. Puis, il existe, comme vous allez voir, plusieurs logiciels. J'imagine que vous connaissez un petit peu. À Polytechnique, il y a des gens qui utilisent en transport QGIS. Google Earth, je l'ai utilisé pour géoréférencer des photos. Ça marche très bien. Donc, pour certaines choses, Google Earth peut être un outil intéressant, mais QGIS ou d'autres logiciels plus puissants nous permettent vraiment de faire des analyses de ces données. Donc, les données géospatiales, comment ils sont présentés, c'est en format couche ou layer en anglais. Puis, il faut comprendre que chacune des couches que vous allez télécharger, il doit avoir uniquement un élément. Donc, ça peut être des casernes de pompiers, ça peut être des routes, ça peut être des rivières, ça peut être des parcs, mais vous n'allez jamais retrouver une couche avec plusieurs entités différentes. Par contre, vous pourriez créer une couche comme ça sur QGIS, si je ne me trompe pas. Non, on ne peut pas. On ne peut pas la créer non plus. Donc, vraiment, c'est une seule entité que vous pouvez trouver. Puis, pour visualiser le tout, on va les combiner une sur l'autre comme une pizza. Donc, mon collègue qui faisait cette formation avant moi aimait dire que c'est comme un montage de pizza. Puis, on vous a mis ici comme le schéma. On a une couche, après on a 2 couches, 3 couches, puis finalement, on a le tout dans la visualisation finale. Pour les données géospatiales, on a des données vectorielles ou des données matricielles. Donc, on va commencer avec les données vectorielles qui peuvent être bien des points, des lignes ou des polygones, dépendamment de qu'est-ce qu'ils vont représenter. Donc, on comprend très bien qu'un arbre, une caserne de pompiers, une école, on va le représenter avec un point. Donc, ça peut être plusieurs symboles, mais l'entité, c'est un point. Pour ce qui est d'une rivière ou une route, ça va être vraiment des lignes. Puis finalement, on peut trouver des parcs ou les aires de diffusion pour le recensement, on va le voir. C'est vraiment des polygones. Donc, c'est les 3 entités possibles à trouver sur une couche de données vectorielle pour les données géospatiales. Dans le format shapefile, qui est le format plus utilisé pour QGIS et pour ArcGIS, il est préconisé par l'entreprise Esri qui a créé ArcGIS, ça fait des années. Toutes les couches vont associer à une table d'attributs. Donc, vous comprendrez que chacun des points qui pourraient être, ici, c'est les casernes d'incendie. Donc, chacune des casernes sur une couche spatiale a toutes ces données qui sont y associées à chacune. Donc, pour représenter ça, on a la couche visuelle, puis on a une
table d'attributs qui va associer, puis qu'on peut ouvrir. Donc ça, si on l'ouvre sur QGIS, on le voit comme ça. Puis c'est intéressant toujours de voir qu'est-ce qu'il y a comme information pour chacun de nos points, lignes ou polygones sur la table d'attributs. Pour d'autres types de formats, il n'y a pas de table, les données sont toujours là, mais peut-être sur un autre format qui n'est pas exactement une table ou un tableau. Mais nous, on va le voir comme ça sur QGIS parce que je vais importer des shapefiles, donc SHP. Ce type de format. Pour ce qui est des matrices, il faut parler des matrices parce que c'est tout ça qui est une image. Donc, il y a des modèles d'élévation de terrain sur QGIS qui est une image. On a les images aériennes, les photographies aériennes. On a des orthophotos. Tout ce type de données qui sont plutôt matricielles parce que c'est des pixels. C'est très différent à ce qui est les données géospatiales. Puis normalement, sur GeoIndex, elles ne sont pas géoréférencées. Donc, vous pouvez avoir une photo qui peut être, je ne sais pas, Beloy par exemple, puis on voit Beloy. Vous pouvez l'importer sur QGIS, mais si vous voulez vraiment le géoréférencer exactement dans le globe, il faut le faire dans un pas ultérieur, on va dire. Elles ne sont pas géoréférencées directement sur QGIS. J'avais vu que sur Google Earth, c'est assez facile de géoréférencer, mais j'ai fait l'exercice très peu de fois, mais c'est faisable, puis il y a des tutoriels sur Internet pour QGIS pour le faire. Donc, c'est faisable si vous voulez coupler des images et des données géospatiales. Une chose à savoir, qui est importante pour les données géospatiales, c'est la projection cartographique. Donc, on comprend que les données géospatiales ou les couches de données, quand on essaye de les visualiser, ils sont à plat, mais on habite dans une planète qui n'est pas plat, heureusement. Donc, on avait illustré ça avec une orange, puis on découpe la pelure et puis on essaye de l'aplatir, puis il y a comme des déformations. On ne va jamais avoir exactement les distances ou les aires exactes qu'on pourrait avoir dans une terre qui serait vraiment plate, pleine. Donc, il faut comprendre que dépendamment de où on va faire notre analyse, donc quelle couverture de terrain, on va devoir choisir une projection cartographique ou connaître la projection cartographique qui est associée à ces données qu'on va extraire. Sur GeoIndex, quand vous allez exporter, il va vous recommander déjà une projection cartographique, puis quand vous allez importer sur QGIS aussi. Donc, mais c'est important de connaître votre projection. Si jamais vous avez, par exemple, un territoire qui comprend le Québec, qui est grand, il va vous proposer une conique conforme de Lambert pour Québec, qui a été créé. Mais si vous avez un territoire plutôt petit comme la ville de Québec ou la ville de Montréal, ça va vous proposer une UTM ou une MTM. Dans le cas de Montréal, c'est la zone 8. Donc, il faut un peu savoir où vous êtes et quelle projection ont vos données si vous voulez coupler des couches qui ont des projections différentes. Donc, à prendre en compte la projection. Puis, les formats et logiciels requis. Donc, nous, comme je vous disais, on va voir QGIS qui est un logiciel gratuit. Le premier logiciel que j'avais utilisé, c'est ArcGIS. C'est lui qu'on utilisait toujours, ça fait 20 ans. C'est vraiment lui qu'on utilisait toujours. Puis, ces logiciels permettent d'importer, visualiser, puis traiter. Donc, c'est quand même un grand traitement de données qu'on peut faire à l'intérieur de ce type de logiciel. Et après, on peut faire des cartes, puis présenter des cartes assez facilement. Mais sinon, il y a d'autres outils gratuits comme Google Earth, je vous disais. Les formats de Google Earth, c'est le KML ou le KMZ. Puis, c'est utile surtout pour visualiser et c'est simple à utiliser. Mais comme je vous disais, pour, par exemple, géolocaliser des photos, ça va assez bien. Mais après, on ne peut pas analyser. On ne peut pas aller plus loin sur Google Earth. Donc, nous, on vous propose surtout QGIS. Je sais qu'il y a des profs et des étudiants qui utilisent autre type de logiciels pour ce qui est les données géospatiales. Je ne suis pas formée dans cela. Donc, moi, je vais vous présenter QGIS que je trouve assez friendly.
pour une utilisation de base. Puis après, si vous voulez aller plus loin, ben, il y a plein de tutoriels sur le web dans le projet QGIS, qui est un projet de code ouvert et de logiciel ouvert gratuit. Puis, j'ai fait une petite recherche ce matin parce que, comme je vous disais, le format qu'on utilise le plus pour les données géospatiales, c'était le SHP. Mais j'ai découvert que maintenant, le GeoJSON, on l'utilise aussi beaucoup. À l'intérieur de QGIS, on peut l'utiliser, puis aussi à l'extérieur dans d'autres types de logiciels qui permettent la visualisation et l'analyse de données géospatiales. Donc, j'ai mis ici un lien si vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe avec les formats en ce moment, parce qu'il paraît que le GeoJSON, il paraît qu'il est utilisé de plus en plus, surtout avec les gens qui utilisent du code pour l'informatique et tout ça. Donc, à savoir. Jusqu'ici pour les notions de base. Puis là, je vais aller directement dans le site de la bibliothèque pour vous montrer les informations plus intéressantes, mais sachez que c'est dans la présentation que vous allez recevoir aujourd'hui après cette présentation. Donc, je vais mettre ça ici. Je mets ça. Bon, j'imagine que vous connaissez qu'on a un site de la bibliothèque où on a beaucoup de guides. Donc, si nous sommes à l'accueil, dans guide tutoriel, on a ici les guides par sujet, puis vous pouvez trouver toute la panoplie de guides qu'on a dans ce bouton-là. Puis ici en bas, vous avez les cartes et les données géospatiales, puis vous avez aussi les données statistiques. Donc, pour les cartes et les données géospatiales, on a les concepts de base que je viens à peu près de vous expliquer, mais vous avez ici plus d'informations, puis aussi les manuels, si jamais vous voulez vraiment les manuels spécifiques pour QGIS ou pour faire certaines analyses plus spécifiques sur le territoire. Je voulais vous parler aussi des ententes. Donc, on va aller sur GeoIndex dans quelques minutes. Mais avant ça, je voulais vous dire, GeoIndex, on a des données qui sont ouvertes, mais il y a aussi les données qui sont payantes, on va dire, avec des ententes qu'on a eues. On a des ententes avec le ministère des Ressources naturelles et la faune. Et on a aussi une entente avec DMTI, qui est une entreprise qui gère ce type de données. Ils vont les prendre, puis les gérer, puis nous les partager après. C'est des gros produits qui sont tous accessibles sur GeoIndex. Donc, ces deux types d'ententes ou les produits qu'on peut avoir sur ces deux types d'ententes, c'est vraiment pour la recherche et pour l'enseignement. Et c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ce type de données. Puis qu'on va extraire cela, on va devoir cocher que les ententes ont été lises pour bien comprendre comment fonctionne. Donc, la première, c'est à l'échelle du Québec, de la province, et la deuxième, c'est à l'échelle du pays. Donc, c'est important de comprendre ça parce que quand vous allez exporter vos données, c'est pas la même grandeur de territoire, mais aussi si vous exportez des grandes couches, ça va être très lourd pour gérer dans QGIS. Donc, sachez que ça marche comme ça pour nos deux ententes. Donc, pour le MRNF, qu'est-ce qu'on peut trouver? On a des cartes, des couches thématiques. On a Adresse Québec. Adresse Québec, en ce moment, il y a une partie qui est gratuite. Hein. Donc, je crois que c'était AccuRéseau et AccuRéseau Plus, ils sont gratuits. Donc, vous pourriez aller directement sur la plateforme du gouvernement pour aller les chercher. Par contre, ce qui se passe, c'est que vous allez télécharger toute la province. Donc, si vous avez vraiment à faire une étude sur un petit territoire qui n'est pas tout le Québec, c'est mieux d'aller sur GeoIndex parce que GeoIndex vous permet d'aller extraire uniquement la partie du territoire qui vous intéresse. Donc, GeoIndex continue quand même d'être utile à ce sens-là, puis vous pouvez visualiser les données avant de les télécharger. Donc, voilà, il y a des orthophotographies, des produits forestiers. Donc, je vous dirais que sur GeoIndex, vous pourriez découvrir tous ces produits puis voir qu'est-ce qu'il y a exactement. Puis pour DMTI, c'est vraiment des gros produits, ce qu'on a, le CanMap Route Logistique, CanMap
Sparks. Vous irez voir dans les métadonnées de GeoIndex qu'est-ce que vous pouvez télécharger avec cela. Puis aussi, on a les points d'intérêt qui sont assez utilisés. Il y a certains chercheurs qui nous ont fait un petit point sur cela parce qu'ils les mettent à jour supposément assidûment chaque année. Mais ils nous ont dit qu'il y a certains points qu'il faut toujours vérifier ce type de données parce que c'est une grande quantité, puis que parfois, c'est pas à jour. Donc, peut-être une boulangerie que vous avez dans votre couche de données peut être fermée depuis 3 ans. Donc, c'est toujours des choses qu'il faut aller valider jusqu'à un certain point, surtout parce que c'est une entreprise privée. Donc, je ne vais pas dire qu'ils font moins attention à ce qu'ils font, mais il faut toujours prendre ça avec un peu moins avec des pinces, on va dire. Toutes les données que vous allez trouver dans le gouvernement, il faut quand même avoir un certain degré de remettre en question, puis aller voir si vraiment toutes les données sont, pas tous, mais une grosse partie, si ils sont vraiment mis à jour. Donc, vous irez voir ce qu'on peut trouver pour cette entente directement sur le guide ou bien sur GeoIndex. Vous pouvez, par exemple, taper sur les métadonnées le nom CanMap Route Logistic, puis il va vous sortir les couches qui sont comprises dans ce ensemble de données. Dans ce qui est le guide, mon collègue avait fait quand même une grosse recension de différents liens où vous allez pouvoir trouver des pages web pour aller trouver des données. Ici, en haute ressources cartographiques, je voulais vous montrer que il y a beaucoup de données ouvertes. Donc, de plus en plus, les villes vont mettre de l'avant des données ouvertes à tout le monde. Donc, c'est très intéressant d'aller voir toujours qu'est-ce qu'il y a déjà ouvert parce que ce n'est pas tout qui va être sur GeoIndex, c'est sûr. Donc, toujours prenez l'habitude d'aller voir ça. Puis, si jamais vous voulez trouver des choses qui ne sont pas dans le guide, n'hésitez pas à me contacter. Je ne vais pas dire que c'est à jour 100%. Donc, il y a de plus en plus de plateformes qui mettent des données géospatiales ouvertes. Donc, on ne peut pas aller si vite. Mais avec la démocratisation de l'accès aux données, ça va assez vite. Puis, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, pour ce qui est du gouvernement, par exemple, du Canada, si vous allez dans les types de collections, vous pourriez aller déjà trier directement par données géospatiales, ou bien vous pourriez écrire ici n'importe quoi, transport, qu'est-ce que vous cherchez. Je vous dis ça parce que même si, comme je vous disais, si les données ne sont pas géoréférencées, vous pourriez essayer de le faire. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont dans le grand lot de données géospatiales qui ne sont pas là que vous ne pourriez pas les visualiser. Donc, c'est une façon d'aller voir qu'est-ce qu'il y a déjà géolocalisé, mais vous pourriez quand même faire une recherche sur toutes ces données, voir qu'est-ce qu'il y a exactement. Quand vous allez trouver des couches, bien sur GeoIndex, bien sûr, peu importe les données ouvertes de n'importe quelle ville ou gouvernement, c'est important de rester toujours avec les métadonnées parce que c'est des couches qui se mettent à jour. Donc, peut-être que dans quelques mois, vous ne trouvez plus cette couche, elle a été mise à jour, puis vous perdez un peu d'informations sur ce que vous avez téléchargé. Donc, prenez l'habitude toujours, si c'est des données en ligne, on va dire, ils ont toujours des métadonnées associées. Donc, allez voir ça. Donc, ça, c'est pour le portail du gouvernement ouvert. Donc, il y a beaucoup de stock là-dedans. C'est vraiment intéressant. On a aussi les données du gouvernement du Québec où on peut trouver, entre autres, les données de la ville de Montréal, les données de la ville de Laval, etc. Je vais vous montrer aussi les données de la ville de Montréal qui sont très intéressantes aussi. Oups, j'ai la barre. Ah, voilà. Donc, là aussi, ce n'est pas toutes les données qui sont géoréférencées, mais comme je vous disais, ce n'est pas un empêchement. Donc, c'est toujours bien d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont. Puis là, on est déjà en transport, donc on a 45 résultats. On peut aller voir qu'est-ce qu'il y a, puis vous voyez ici les formats. Donc, le CSV, on peut le transformer en Excel.
Le CSV, c'est importable aussi comme tableau dans QGIS, puis on peut le coller avec une jointure après sur une autre, sur une couche, tant que chacune des tableaux d'attributs ont une colonne qui peuvent faire l'association. Donc, il nous faut que ça pour pouvoir les géoréférencer facilement sur QGIS. Donc, vous pouvez voir qu'on a vraiment beaucoup de choses. Elle est géoréférencée. Il y a un JSON ici. Peut-être c'est facilement transformable en shapefile. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas un shapefile. Ça m'échappe parce que ça devrait être là. Peut-être c'est à l'intérieur du zip et ça a été zippé. J'imagine que c'est ça parce que normalement, il y a toujours des shapefiles pour ça. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses. Vous irez voir ça s'il y a des données ouvertes pour ce que vous cherchez, pour ce que vous voulez étudier. Donc, voilà pour ça. Je vais retourner à ma présentation, voir si j'ai pas oublié quelque chose. Donc, je vous ai montré ça. L'entente du BCI, vous avez ici tout ça. DMTI aussi. Ah oui, j'ai pas parlé de la géographie du recensement. Je vais vous parler de ça maintenant. J'ai oublié cet onglet. J'ai trop de trucs ouverts. Géographie du recensement. OK. La géographie du recensement, pourquoi c'est important? Parce que j'ai vu que de plus en plus, les chercheurs travaillent beaucoup avec le recensement. Donc, vous savez, au Canada, chaque année, on a à remplir toutes les familles une enquête qui prend une heure, 30 minutes, je ne me souviens plus, mais c'est assez long. Bon. Donc, toutes ces données sont colligées par StatCan et c'est pas chaque année, je dis n'importe quoi, c'est chaque 4 ans. Parce qu'on a eu 2016 et maintenant on a 2021 qui vient de sortir l'année passée à la fin 2023. Donc, on a les données de l'enquête qui a été faite en 2021 en ce moment. Donc, on a vraiment beaucoup d'informations dans les recensements. Puis, par exemple, pour partir une entreprise, si on veut connaître notre population, si on veut, je sais pas, faire connaître le territoire ça peut être une entreprise, mais ça peut être créer un transport routier écologique avec des autobus, par exemple. Donc, il faut voir quel type de population il y a, quel âge ils ont, où ils sont plus présents. Donc, c'est très intéressant pour connaître cela. Puis, ici, on vous explique comment ça marche exactement le découpage du territoire pour le recensement. Donc, on a le Canada, on a les provinces, puis après, on a comme deux variantes pour aller découper le territoire du plus grand au plus petit. Puis, on peut aller coller toutes les données du recensement avec tous ces découpages. Donc, on pourrait le faire pour le Canada, on pourrait le faire pour le Québec, pour la région économique, pour la division du recensement, la subdivision du recensement, puis les aires de diffusion à la fin. Les aires de diffusion, je dirais, puis les secteurs de recensement, ce sont eux qu'on utilise le plus parce que les îlots de diffusion, même si c'est très précis, c'est le plus précis qui existe. C'est tellement précis que moi, je pourrais savoir qu'est-ce que mes voisins ont répondu. Parce que c'est vraiment, à Montréal, ça pourrait être un bâtiment, uniquement un îlot de recensement. Donc, c'est trop précis. Donc, on peut avoir certains de ces données, mais pas la globalité du recensement. Donc, c'est pour ça qu'on préconise plutôt les aires de diffusion. Et je vais vous montrer que sur GeoIndex, vous pouvez aller télécharger les aires de diffusion. Donc, les aires de diffusion qui se ressemblent à ça. Là, on a Saint-Lambert, qui est le secteur de recensement. Puis, à l'intérieur, en vert, on a les aires de diffusion. Donc, pour chacune de ces aires de diffusion, vous pouvez aller chercher le nombre de personnes, le sexe de ces personnes, les âges de ces personnes, le revenu, etc., etc., etc. Puis après, on le visualise dans une carte à l'aide de couleurs, par exemple. J'ai la barre qui bouge tout le temps, du zoom qui descend et qui monte.
J'ai respiré. Voilà. Donc, vous irez voir ça. Puis, dans la présentation, je ne l'ai pas mis. Mais je vais vous le dire, puis je vais le ajouter après à la présentation. Comment aller chercher ces données pour le recensement. Donc, je vous disais que ici, il ne veut pas me laisser me faire bien. Ah, voilà. Guide par sujet, je vous avais dit que les cartes et les données géospatiales sont là et les Estats aussi. Donc, si vous allez aux Estats, dans le Canada, vous pouvez avoir accès à CHAS, qui est une plateforme où vous pouvez aller vraiment télécharger toutes ces données-là pour votre territoire précis. Et comme je ne vais pas expliquer comment le faire, mais c'est très facile si vous savez déjà le découpage que vous avez choisi, donc normalement les aires de diffusion. Si vous savez ça, c'est très facile après à aller chercher les données. Mais vous avez ici un petit tutoriel pour vous le montrer. Si jamais vous avez des problématiques pour l'utiliser, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de vous aider pour ça. Puis c'est l'onglet CanSim. Donc si je clique, je vais vous le montrer très rapidement. Donc c'est ici, Canadian Census. C'est la faculté de l'Université de Toronto, la faculté des arts et des sciences qui ont ça. Donc, comme je vous disais, le dernier recensement où on a déjà des données, c'est le 2021. Puis, c'est là que vous allez choisir votre découpage du territoire qui pourrait être les aires de diffusion. Puis là, vous allez trouver votre ville qui pourrait être Montréal. Puis, vous allez pouvoir aller chercher tout ce que vous voulez. Donc, quand vous cliquez pour un des informations qui sont là, vous allez voir qui ressortent ici. Puis, vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez. Puis, vous savez que c'est associé à Montréal ou à Beloeil ou à une autre région ou ville. Vous pouvez télécharger plusieurs à la fois. Donc, pas uniquement Montréal, mais d'autres villes. Puis, important, c'est mettre toujours le code qui va vous permettre après de relier ça à des données géospatiales comme les aires de diffusion qui ont son code d'identité. Donc, tout le Canada est découpé entre autres en aires de diffusion, puis chacune de ces petites entités a un numéro unique. Donc, ici, vous avez votre colonne aussi avec ce numéro unique qui vous permet après de faire la jointure sur QGIS. Puis, vous pourriez le télécharger en CSV, puis ça va être importable après sur QGIS comme un CSV. Donc, voilà pour ça. Et je vais retourner à ma présentation. Je pense que là, j'ai rien oublié. Donc, les données ouvertes, ça, on l'a vu. Les données ouvertes de Montréal, j'indexe. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je regarde le clavardage. Non? Tout est clair? Peut-être beaucoup d'informations pour quelqu'un qui voit ça pour la première fois, mais vous allez avoir ça dans la présentation. Puis, n'hésitez pas après, si vous avez des questions, vous avez mon email. Donc, J'index. Je vous dirais que J'index ne fonctionnait pas hier. Parce qu'ils l'ont mis à jour avant-hier. Donc, hier, ça ne fonctionnait pas et ce matin non plus. Mais ça a commencé à fonctionner pour nous il y a quelques heures. Donc, tant mieux. Donc, on va retourner au guide sur les cartes et les données géospatiales pour nous connecter à J'index, mais sachez que vous pouvez aller le chercher directement sur Google. Mais les bonnes habitudes disent que c'est plus facile de le faire à travers nos guides. Donc, vous avez l'onglet ici, J'index, puis vous avez aussi un peu ce qu'on peut retrouver sur J'index. Puis, vous pouvez vous connecter. Si vous essayez de l'utiliser à l'extérieur de Polytechnique, vous devez avoir votre proxy. J'imagine que vous savez c'est quoi le proxy pour avoir accès à tout ça qui est payant, on va dire. Sinon, vous pourriez vous connecter, mais uniquement en tant qu'invité. Donc, vous n'aurez pas accès aux données qui découlent des ententes qu'on a parlé.
Si jamais il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que c'est le proxy, qui ne sait pas faire ça, qui ne l'a pas fait encore, je vous dirai après comment le faire, OK? Donc, Polytechnique Montréal, vous vous connectez comme polytechnicien, polytechnicienne, et vous devriez patienter un peu, puis ça va s'ouvrir. Donc, voilà à quoi ressemble GeoIndex. Donc, GeoIndex, en gros, c'est une plateforme de visualisation et d'exportation. Donc, on ne peut pas analyser, mais on peut visualiser toutes les couches qu'on a. Ça appartient à l'Université de Laval. Donc, c'est eux qui font la mise à jour. C'est eux qui chapeautent ça depuis 2019. Puis, derrière de la section cartographique, il y a ArcGIS qui est là. Donc, le logiciel de gestion de données géospatiales. Il y a 4 parties dans GeoIndex. Donc, ici, vous avez une partie de métadonnées qui vous permet d'aller chercher des choses précises. Donc, si vous savez que vous voulez une couche précise ou que vous voulez vraiment quelque chose de très précis, que vous savez qu'est-ce que c'est, vous pourriez le chercher. Ou vous pourriez aller explorer dans une zone qu'est-ce qu'il y a comme données. Là, on voit les couches qui sont visibles à ce zoom que j'ai actuellement. Donc, plus je zoome ou moins je zoome, vous allez voir que le nombre va être différent. Plus je zoome, moins de couches, plus de couches, moins de couches. Parfois, hein. Il me manque du sucre un peu aujourd'hui. Ici, c'est la partie où vous allez voir visuellement les couches quand vous allez les sélectionner. Puis en haut, c'est votre espace où vous allez pouvoir voir votre profil, les sauvegardes que vous avez faites. Si vous avez déjà extrait des données, vous allez pouvoir les voir ici, dans mes extractions. Vous allez pouvoir enregistrer des sessions. Puis ici, dans le petit bouton, vous voyez, il y a un guide d'utilisation. Puis il y a aussi des petits tutoriels qui montrent à peu près ce qu'on va faire maintenant. Mais si jamais vous oubliez ou il y a quelque chose qui ne marche pas, vous pourriez retourner voir une partie de ce qu'on va voir. On va commencer avec les photos aériennes. Il y a 2 types de modules. Donc là, on est GeoIndex module géospatial parce que le petit bouton est là. Puis quand vous ouvrez GeoIndex, vous êtes toujours là. Mais il y a aussi les photos aériennes. Donc, je vais faire ça rapidement parce que c'est moins intéressant pour vous, mais pour que vous sachiez que ça existe. Ah, c'est vrai. Omu, merci. C'est vrai. On a passé à Microsoft, ça fait 2 semaines et Yandex fonctionnait pas du tout pour moi. C'est vrai, vous avez plus besoin du proxy pour Yandex, mais vous avez besoin du proxy pour d'autres choses, je pense. Je suis vraiment perdue avec Microsoft parce que ça vient d'être implanté, mais je pense que c'est pas implanté pour tous ceux qu'on paye, on va dire, à la bibliothèque. Mais Omu me dit que pour Yandex, ça marche parce que ça se connecte avec votre compte Microsoft. Donc, vous devez avoir votre compte Microsoft active pour Polytechnique. Merci. Le proxy n'est pas nécessaire. Donc là, quand vous êtes dans les photographies aériennes, vous voyez que c'est à peu près la même chose pour les métadonnées. Là, on va voir nos photos, puis là, on peut aller chercher un endroit parce que sinon, on voit rien. Il y a tellement de photos qu'on voit absolument rien. Sur GeoIndex, vous pouvez zoomer avec la souris, mais je vous dirais, ça prend du temps à se charger, surtout pour les photos aériennes et les couches de données géospatiales. Donc, c'est mieux si vous savez à peu près la ville qui est à côté de où vous trouvez, où vous avez un nom, c'est mieux de le mettre ici puis aller tout de suite et ça va zoomer très rapidement. Donc, pour les photos aériennes, vous voyez, je vais enlever ça. On a ici tranche d'année. Ça va jusqu'à 2004. Puis ça commence en 1900.
Donc, dépendamment pour quel type d'études, ça pourrait être intéressant de voir comment le territoire a évolué. Vous pouvez chercher par institution, par échelle. Toujours pour les photos aériennes, c'est intéressant. Les années, les échelles, plus grand, plus petit, plus de territoire, ou bien le format et les saisons. Parce qu'ici, il neige, donc c'est intéressant aussi. Vous pourriez trier par saison. Puis les formats, sachez que ça fait 1 an et demi, il y a eu un grand déploiement pour tous les cartothèques qui avaient des photos aériennes, comme par exemple l'Université de Montréal. On a beaucoup, j'ai travaillé avec eux et il y en avait. Des photos aériennes, l'Université Laval aussi et l'UQTR, etc. Donc, eux, ils ont vraiment beaucoup de photos aériennes, mais ils étaient imprimés. Donc, ils ont commencé un grand travail de numérisation. Et en ce moment, pour ce Zoom que j'ai actuellement, il y en a 1190 qui ne sont pas numérisés. Par contre, s'il y a une photo que vous voulez qui n'est pas numérisée, je vais recevoir votre requête, puis je vais pouvoir demander à l'université qui a la photo de la numériser, puis vous allez pouvoir la voir. Donc, en fait, c'est pas très important si c'est imprimé ou numérique pour vous. C'est seulement que vous allez prendre un petit peu plus de temps pour l'avoir. Le numérique, vous allez pouvoir le télécharger directement et le imprimer. Ben, ça peut dépendre, c'est 24 heures, 48 heures au plus. Ils font ça assez vite. Donc voilà pour les photos aériennes. Je trouvais que c'était intéressant de vous montrer que vous pouvez quand même avoir accès à ça. Puis pour les visualiser, il faut vraiment le faire à partir de ici. Puis, si jamais je sais que c'est ici mon terrain où je veux travailler, parce que ici on est à Montréal et il y en a beaucoup, je pourrais choisir les photos qui m'intéressent. Puis, si tout fonctionne correctement, il devrait de s'afficher ici. J'ai dit si tout fonctionne correctement. Ou j'ai pas de patience, moi. Je vais chanter. Paysage index. On respire, patiente. Et normalement, ça devrait marcher, puis afficher nos 4... mais ça ne veut pas marcher. Bon, je vais zoomer beaucoup plus. Parce que tout ça qui apparaît ici, c'est vraiment ce que je zoome. Donc là, je sais que j'ai ici ces photos. Pourquoi ça ne marche pas quand je les choisis? Bon, de clic pour fermer. Le polygone. Il paraît que les problèmes qu'ils ont eu, ils ne sont pas complètement réglés. Bon, si je mets ça dans mon panier, cette photo, vous pouvez voir l'étendue si on clique ici, dans ce symbole. Donc, vous allez voir que quand même, c'est une grande étendue. Donc, ça veut dire que je vais voir tout ça qui est à l'intérieur très petit. C'est une échelle de 12 000. Puis, vous avez toutes les métadonnées. Si vous ne voyez pas ici à gauche l'image en soi, la micro-image ou l'imagette, c'est parce qu'elle est imprimée. Si elle serait déjà numérisée, vous allez voir vraiment ce que, en tout petit là, mais ça va vous donner une idée. On a des photos en noir et blanc, mais on a aussi des infrarouges. Donc voilà, vous irez explorer ça, puis j'espère que ça va marcher mieux qu'aujourd'hui. Puis le point, c'est vraiment le point que vous voyez, les points mauves, c'est vraiment le centre de la photo. Mais comme vous voyez, les échelles changent, donc ça vous donne une idée de où est le centre, mais pas vraiment de l'étendue si vous n'êtes pas sur la photo ici, dans les couches. Donc voilà pour les photos aériennes. Et on va passer aux données géospatiales. Et comme je vous disais, elles ne sont pas géoréférencées, les photos aériennes. Donc, si vous voulez les avoir vraiment à la bonne place sur QGIS, il va falloir les géoréférencer. Donc, données géospatiales, je vais faire à peu près la même chose avec San Bruno.
parce que je vais travailler dans cette ville, OK? Donc, là, je suis allée zoomer vraiment où je vais travailler, mon lieu d'étude. Puis ici, je peux aller voir quel type de couche j'en ai. Il y en a 1323. Donc, par exemple, je vous parlais beaucoup des aires de diffusion si vous voulez coller des données géospatiales. Donc, on pourrait aller voir, on sait que les aires de diffusion, c'est StatCan qui les a. Donc, je pourrais trier avec ça. Puis, vous pourriez aussi trouver les choses ici. Dans sujet, je pense qu'il y a les aires de diffusion. Donc, c'est deux façons pour trier. Puis, je vais croiser mes doigts pour qu'on les voit parce qu'on ne les voyait pas hier. Donc, pour visualiser la couche, ce que je vois en orange quand je suis sur une couche, c'est vraiment l'étendue. Donc, c'est StatCan, donc ça veut dire que c'est tout le pays, c'est à niveau national, donc c'est tout le Canada qui va être pris en charge. Pour visualiser vraiment les aires de diffusion sur la partie cartographique, il faut cliquer sur l'œil. Et patienter. Ah, voilà, elles sont là. Hier, il n'était pas là. Bon, elles sont là. Donc, vous voyez qu'il y a des polygones noirs. Donc, voilà nos aires de diffusion. Donc, l'icône ici, comme je vous disais, c'est pour vraiment voir l'étendue. Si je clique, je vais comme dézoomer complètement à niveau national. Puis ici, vous avez les métadonnées. Donc, comme je vous disais, toujours, il y a des métadonnées qui sont liées aux couches de données géospatiales et à tout ça qui est sur un ordi, en fait. Donc, ici, il vous dit toute la méthodologie, comment ça a été fait. Vous pouvez aller voir aussi les questions, par exemple, du recensement, les sources. Donc, c'est important d'aller garder toute cette information. Normalement, les aires de diffusion ne vont pas disparaître parce qu'ils sont liés à un recensement précis que vous pourriez vouloir utiliser, je ne sais pas, dans 10 ans. Mais il y a certaines couches qui pourraient se mettre à jour puis disparaître, elles que vous avez prises. Donc, prenez l'habitude de toujours aller garder les métadonnées ou les liens vers l'information. Donc, pour chacune des couches, vous allez voir ça, les métadonnées. Je vais enlever ça pour voir d'autres couches intéressantes. Donc, je vous disais avant que les données vectorielles sont bien des points, des lignes ou des polygones. Donc, ils ont mis ici à gauche le petit dessin qui vous montre qu'est-ce que c'est. Donc, les aires de diffusion, on comprend que c'est des polygones. Les bâtiments, c'est des polygones. Les routes, c'est des lignes. Les hôpitaux, c'est des points. Si vous ne savez pas exactement qu'est-ce que ça veut dire healthcare, parce que ça peut être des hôpitaux, ça peut être n'importe quel centre de santé. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a des métadonnées. Donc, vous pourriez aller voir dans le guide si ce n'est pas bien expliqué. Qu'est-ce que c'est? Donc, cet ensemble de données comprend les hôpitaux, les centres de soins de longue durée, Donc, comme je vous ai expliqué avant, vous avez une couche, mais après, vous aurez un tableau d'attributs qui est collé à la couche où vous allez avoir l'adresse, puis beaucoup d'autres données pour pouvoir aller différencier, par exemple, les hôpitaux des centres médicaux sur QGIS. Donc, pour les routes, je vais prendre les routes. Les routes, vous voyez ici à gauche, parce que c'est ici, vous avez les petits métadonnées qui apparaissent. Donc, ça, c'est province de Québec. Donc, vous savez que c'est à la grandeur de la province. Si je prends, j'avais pris l'hypsométrie. Est-ce que je trouve l'hypsométrie comme ça? Ah, mais elle est là. Elle est là, l'hypsométrie. Oui, l'hypsométrie est là. On a l'hydrographie aussi. Donc, si on prend l'hypsométrie, c'est aussi c'est ministère des Ressources naturelles et la faune. Et l'hydrographie aussi. OK. Je pense que je prenais ces couches-là et les bâtiments. Pour vous montrer plusieurs
plusieurs sources de données. Là aussi, c'est la province du Québec, c'est le même ministère, mais après, on a, à l'intérieur du Québec, on a plusieurs ententes avec plusieurs gouvernements. Donc voilà. Donc là, j'ai pris mes 4 couches. Vous pourriez prendre plus. Je vous dirais sur Géindex, n'essayez pas d'extraire beaucoup de couches en même temps parce que ça peut planter. Puis aussi parce que ça prend beaucoup plus de temps à les extraire. Donc, vous pouvez extraire 4 couches, aller déjà les visualiser, puis lancer l'extraction d'autres couches en même temps que les premières sont en train de se télécharger. Comme ça, ils vont aller à la queue, mais vous allez quand même avoir des couches à visualiser ou à utiliser. Donc là, j'ai pris 4 couches. Puis, on les voit ici. Donc, sur Géindex, vous pouvez les voir, puis c'est tout. Donc, on les voit. Là, ce qui est intéressant, comme je vous disais, c'est que vous pouvez aller choisir, vous pourriez extraire les couches comme ils sont. Donc, la grande couche pour le Québec ou la grande couche pour le Canada, dépendamment des couches que j'ai choisies. Mais ce qui est intéressant avec Géindex, c'est que vous pouvez aller découper ce que vous voulez et pas prendre tout ça. Donc, moi, par exemple, je vais comme prendre ça ici. Donc, on peut sélectionner une zone. Vous pouvez déjà avoir peut-être une zone. Donc, c'est possible de aller la chercher. C'est zone prédéfinie, ouais. Vous pouvez aller la chercher puis la intégrer ici. On peut chercher ma ville de Saint-Bruno, que je sais que c'est ça que je veux. Saint-Bruno. Ce matin, ça fonctionnait? Ah non, ici, c'est pour ajouter une zone. Attendez. Zone prédéfinie. Mais oui, Saint-Bruno. Pourquoi tu ne marches pas? Saint-Bruno? Oh, le trait d'union. Bon. Il est sensible au trait d'union. OK. Donc là, si je veux extraire uniquement, par exemple, Saint-Bruno, ben, je peux le faire. Puis, j'aurai seulement à traiter ces données sur QGIS. Donc, je peux prendre ça puis extraire. Vous pourriez aussi vouloir faire un carré, par exemple. Donc, je dis, je veux Saint-Bruno, mais ça ne me dérange pas de le prendre un peu plus grand, pas exactement la ville en soi. Donc, vous pourriez extraire ça. Donc, c'est 2 façons de faire. Et comme je vous disais, vous pouvez importer aussi une zone que vous avez déjà en shapefile à l'intérieur de Géindex. Si on extrait, avant d'extraire, il faut les mettre dans le panier. Donc, on peut faire ça avant de choisir notre zone ou après, peu importe. Mais je ne les avais pas vraiment choisis pour les mettre dans mon panier. Donc, il faut les mettre dans le panier, une à une. On va y arriver. OK. On fait extraire. Puis là, on arrive aux licences. Donc, vous voyez qu'on a 3 types de licences. Ici, vous devez aller choisir une date d'utilisation. Donc, si vous savez que c'est pour un travail que vous allez rendre en avril le 30, vous pouvez mettre le 30. Si c'est pour une recherche qui va durer 1 an, vous pouvez aller en 2025. Donc, la date que vous prévoyez, que vous n'avez pu utiliser les données, c'est plutôt pour des fins statistiques de l'Université de Laval, voir à quelles fins sont utilisées ces données. Et après, vous devez aller cliquer dans chacune des ententes et les lire normalement. Mais ça vous dit en gros que c'est pour des fins de recherche et enseignement que vous ne pouvez pas partager ce type de données parce qu'ils sont issus d'ententes. Puis, quand vous allez extraire vos données, vous allez aussi recevoir les licences. Au cas où vous ne les avez pas lues, vous allez les avoir.
Si on fait suivant, et on patiente encore un peu, fonctionne, Jeandex, s'il te plaît. On devrait y arriver à une fenêtre qui nous pose des questions sur la projection, puis sur les couches qu'on va vouloir extraire, puis on va choisir, puis on va pouvoir lancer l'extraction. Si cela ne fonctionne pas, je vais vous montrer mes saisies d'écran, parce que comme je vous disais, je ne sais pas pourquoi j'ai un index. Bon, donc pour chacune des couches, vous avez des options. Comme je vous disais, là, nous sommes à Montréal, donc il m'a proposé la MTM Zone 8. Donc, normalement, il a raison avec la projection qu'il me propose, puis je vais la laisser. Mais gardez en tête que votre couche a une projection, puis que normalement, dans tout ça que vous allez télécharger dans votre zip, il va avoir un composant pour la projection qui va vous dire la projection de votre couche. Ici, on reste avec le shapefile, mais sachez qu'il y a d'autres possibilités pour extraire si jamais il y a des gens qui vont travailler sur GeoJSON. Google Earth aussi, donc on peut choisir d'autres choses. Puis on pourrait aller aussi télécharger les données brutes. Mais normalement, on reste avec cela. On lance l'extraction, puis il dit la demande d'extraction a été soumise. Veuillez consulter la section Mon profil, mes extractions pour l'état d'avancement. Donc, merci. On va au menu Mon profil, mes extractions. OK. Puis là, il y aura ici, comme ici, un lien zip quand les 4 couches seront extraites, puis vous pourriez cliquer puis avoir accès. Mais ce qui est super, c'est que vous allez recevoir un courriel en même temps avec le même lien. Donc, si jamais vous avez déjà fini avec Jeandex, vous avez pu à aller chercher d'autres données, vous pouvez le fermer. Puis, dès que tout va être accessible, vous allez le recevoir par courriel. Donc, pas besoin de rentrer dans Jeandex. Donc, ça, je trouve que c'est quand même cool. Donc, voilà, on a extrait des couches de Jeandex. Est-ce que vous avez des questions sur Jeandex? Non? Ouais, une question. Oui. Ouais, mais j'aimerais savoir si la zone d'étude n'est pas, par exemple, là, au Québec, au Canada, comment on fait? Parce que je tente, mais c'est un peu bizarre, par exemple. Oh, ben, Jeandex, c'est vraiment à niveau national. Puis une grande partie des couches qu'on a, c'est pour le Québec. OK. Donc, c'est sûr que si votre zone d'étude est ailleurs, Jeandex n'est pas intéressant pour vous. Si vous ne trouvez pas ce que vous avez besoin, vous pouvez m'écrire un courriel, puis je peux faire une recherche pour trouver des choses. J'ai fait une recherche l'autre jour pour Côte d'Ivoire, puis j'ai trouvé des choses intéressantes en France, puis euh, la Banque mondiale, etc., etc. Il y a des organismes qui vont avoir des données, mais malheureusement, j'ai un index, c'est vraiment pour les études qui se font ici. OK. Pas de Désolée. souci. Ouais. J'ai une question. Oui. Oui, par exemple, si on extrait la limite d'une commune et que après on essaie d'afficher, de visualiser la limite sur QGIS, ça ne Mhm. s'affiche pas. Est-ce que, je ne sais pas, c'est dû à l'extension ou bien c'est quoi le problème? Parce que moi, j'ai essayé d'extraire la limite de la commune de Saint-Hippolyte. J'ai pu extraire la limite. Maintenant, j'ai essayé de l'afficher sur QGIS, Mhm. mais ça ne s'affiche pas. Il me met que c'est pas la bonne extension, c'est ça? Oui, ou bien projection. Projection. Oui, La projection. Ouais. oui. Je devrais le voir. Vous pouvez me l'envoyer la couche D'accord. ou on fait une rencontre puis on le fait ensemble parce que il faudrait voir si vous allez si vous avez un projet vierge puis vous intégrez une couche, il va Oui. directement prendre la projection de la couche. Donc, il n'y aura rien à faire. Mais s'il y a déjà d'autres couches avec une autre projection, c'est Oui. ça le problème. Oui, 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 il y a d'autres couches puisque j'ai affiché la couche du réseau hydrographique de la Voilà. commune et après j'ai appelé la limite.
Mais ou la alors, il commune. devrait quand même avoir la même projection parce que c'est la même Oui, commune, mais il faudrait aller voir. Ouais, c'est un problème de projection. Ouais. OK. oui, Vous pouvez m'envoyer les deux couches que vous d'accord. avez essayé de mettre ensemble, voir si moi, je suis capable D'accord. de trouver Ok, l'erreur. ok, Merci. merci. D'autres questions sur Gendex? Tout est très clair. Ah, non, moi Merci j'ai une bien. question. J'ai Oui, une question. Sur GeoIndex, si on extrait des images MNT, modèles numériques de terrain, oui. pour géoréférencer, est-ce qu'on doit géoréférencer sur QGIS ou bien... Ben, en fait, je me disais, parce que j'avais eu votre question, je me disais, Oui, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est intéressant de les géoréférencer, les modèles d'élévation de terrain. Je veux dire, tu peux oui, avoir tes données sur une carte et à côté le modèle, parce que c'est comme une photo. oui. C'est en Et fait tu peux vraiment, c'est pour voir en fait l'évolution de la topographie et si possible extraire en fait le bassin hydrographique. Parce qu'il est un peu différent du réseau hydrographique des fois. Le réseau hydrographique que j'avais extrait sur GeoIndex, mhm. j'ai vu il y a des coupures. Donc, j'aimerais extraire le réseau hydrographique sur l'image MNT, voir si c'est pareil avec GeoIndex ou bien si les parties là où ça a été coupé sur GeoIndex, c'est complété avec les MNT. Quand vous dites couper, ça veut dire quoi? Euh, par exemple, si je prends un bassin hydrographique de Mhm. l'exutoire jusqu'à, je sais pas, ça s'appelle les crêtes, c'est ça. Il y a des endroits où il manque des paraffinements, oui, non paraffinements. Il manque des branches de réseau, par exemple, je sais pas, des cours d'eau. Où je peux voir sur le réseau hydrographique de GeoIndex que j'ai extrait, juste en seul trait, un seul cours d'eau, il n'y a pas de branchement. C'est ça, je me Hmm. demande si exactement c'est comme ça ou bien il y a des données qui manquent. C'est juste On pour devrait voir vérifier. les années, premièrement, parce que Oui, peut-être il y a une grande différence entre une année et l'autre, puis il pourrait y arriver qu'il y a eu plus de ruissellement, plus de neige, etc., etc. oui, Euh, mais on pourra regarder ça ensemble. Ouais, c'est beau. d'accord. C'était juste pour comparer en fait, pour voir. Ouais. Que moi, Mhm. j'ai vu des endroits où, dont, bon, selon moi, c'est pas normal, mais je sais pas, c'est à vérifier. OK, c'est beau. Je vais continuer pour finir à l'heure, puis je vous recontacte pour ça. Sachez que quand vous allez exporter un zip avec tous les fichiers qui sont à l'intérieur d'un SHP, vous allez beaucoup de choses, entre autres le PRJ qui est la projection. Donc, sachez que c'est assez gros comme volume les shapefiles. Puis c'est pour ça qu'il se commence à utiliser le JGeoJSON. Je sais pas comment le prononcer. GeoJSON, c'est ça. GeoJSON. Voilà. Donc, on a fait ça aussi, mes extractions, puis introduction à QGIS, c'est ça qui nous manque, hein. Donc, je vais essayer de faire ça. Donc, QGIS. Donc, je vous disais, c'est un logiciel vraiment pour le traitement de données géospatiales. Il y en a des autres, mais après ArcGIS, c'est lui qui est sorti comme logiciel libre de open source. Donc, ça veut dire qu'il est très flexible. On peut l'utiliser aussi avec Python, avec d'autres types de langages. Donc, j'ai aucune idée de comment le faire, mais je sais que on peut le faire pour les gens qui utilisent ça. Puis, il y a beaucoup de versions, donc je vous dirais toujours d'aller chercher la version plus stable de la chose parce que ça évolue très vite. Par année, il y en a plusieurs, puis toutes ont un nom comme d'une ville européenne. Je trouve ça très mignon. Donc, je pense que la mienne, c'est en Italie. Donc, vous me direz où vous allez débarquer avec QGIS dans l'Europe. Donc, vous pouvez aller le télécharger puis l'utiliser tout de suite. Donc, je vais vous montrer ça sur mon écran. Donc,
quand vous ouvrez QGIS, vous allez avoir ça. Donc, il y a une partie ici de votre explorateur où vous allez pouvoir aller chercher vos couches, mais aussi aller mettre d'autres types d'entités directement ici. Ici, c'est les couches qui vont être affichées, puis vous allez avoir ici la partie cartographique. Donc, en ce moment, je n'ai pas de projet. Donc, je vais cliquer sur la feuille blanche pour ouvrir un projet, puis il faut toujours enregistrer sous. Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que c'est un exemple que je vais vous faire, mais sachez que c'est important d'aller le mettre dans le même dossier qui sont vos données. Comme ça, si jamais vous allez le partager à quelqu'un, vous allez pouvoir prendre le tout puis le partager. Sinon, les liens entre les couches et le projet vont se casser, puis vous n'allez pas pouvoir partager ça. Donc, bon. Je voulais vous dire qu'il y a une possibilité d'aller trouver des arrière-plans gratuitement. Donc, je vous ai mis dans la présentation les différentes adresses que vous pouvez utiliser. Donc, c'est ici, dans le XYZ, nouvelle connexion, et vous allez devoir mettre un nom, puis un URL, puis that's it. Vous allez pouvoir avoir ici vos arrière-plans, puis uniquement les prendre, puis vous pouvez les mettre ici. Si c'est coché, c'est visible. Si on le décoche, c'est pas visible. Et moi, je vais prendre OpenStreetMap parce que c'est lui qu'on utilise le plus. La couche qui est le plus haut, c'est elle qui est au-dessus. Donc, c'est elle qu'on voit sur les autres. Donc, lui, je vais l'éliminer ici, supprimer la couche. Donc, c'est très facile à supprimer. Bouton droit, supprimer la couche. Donc là, j'ai mon arrière-plan. Puis, je peux zoomer parce que mes coordonnées mes couches sont ici au Québec. Pour importer des couches, vous pouvez faire couche ici, puis aller ajouter une couche. Donc, vous avez des vecteurs, des rasters, puis une panoplie de possibilités. Pour ce qui est des CSV, comme pour tout ça qui est raccroché au recensement, vous pouvez le faire par vecteur. Mais sachez que c'est possible aussi d'aller dans votre explorateur de votre ordi, puis aller chercher vos données. Donc, moi, je les avais ici. Je n'ai pas pu le faire pour cette année parce que hier, Geoindex ne fonctionnait pas, mais j'ai les couches de l'année passée. Donc, vous voyez, pour les routes, j'en ai 3 différentes. Donc, je dois aller prendre le SHP pour le shapefile. Puis, il va me poser la question, quelle couche je veux? Parce que c'est ben beau le MTM Zone 8, mais il y en a comme plusieurs versions. Et il parle de la précision en mètres. Donc, si vous êtes curieux sur ce que ça fait, vous pourriez aller chercher plus d'informations, mais nous, on sait que c'est la MTM8, puis il nous propose les 4 mètres de précision. Donc, 4 mètres, c'est pas non plus la fin du monde pour certaines choses. Mais c'est important de bien comprendre ça. Donc, je vais dire oui, puis mon projet va avoir la MTM Zone 8 comme projection, puis on voit qu'il y a quelque chose qui s'est affiché. Donc, en ayant un arrière-plan, on peut voir si on est vraiment bien. Est-ce que ça s'est affiché à la bonne place? Puis il paraît que oui. Ça s'est affiché en couleur mauve, bleu. On pourrait, la couche ici, premièrement, on pourrait la renommer. Donc, c'est 2021, donc je peux mettre seulement route 2021. Puis, je pourrais enlever aussi la couleur, le changer avec les styles très facilement. Donc, selon moi, les routes, c'est plutôt en rouge. Donc, je vais les mettre en rouge. Mais vous pourriez les mettre dans une autre couleur. Je vais ajouter aussi... Je vous disais que vous voyez aussi les licences. Donc, les licences sont ici aussi. Ici, les ellipsos, l'hypsométrie SHP. Donc, je peux la mettre aussi. Donc là, on a l'hypsométrie sur les routes et sur OpenStreetMap. Si on met OpenStreetMap en haut ou les routes en bas, on ne les voit plus. Donc, faites attention avec ça parce que quand on n'est pas très habitué, on perd nos données puis on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est la pizza est encore là. Donc là, on a les licences puis on a ici le SHP pour les aires de diffusion. Donc, quand on ajoute des choses, la couche
je mets toujours la première. Donc, elle ne nous laisse pas voir le reste. Donc, on va la mettre en bas. Donc, les aires de diffusion, étant donné qu'ils sont des polygones, on les a importés. Quelqu'un a choisi de les mettre dans cette couleur bizarre. Donc, je ne vais pas le faire, mais comme vous avez vu, vous pouvez changer ça de nom, puis aussi de couleur. Pour les aires de diffusion, comme c'est vraiment l'air qu'on veut, si on fait un double clic gauche, on va ouvrir les propriétés. Si on fait un clic droit, puis on va trouver les propriétés, ça va être la même chose. Donc là, vous allez trouver toutes les propriétés de cette couche. Puis, on pourrait aller, par exemple, pour la symbologie. C'était un symbole unique. Oui. Mais c'était un remplissage simple. Il y avait une façon de mettre des lignes. Je n'ai pas de symbole. Symbole simple. Couleur. Si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Donc, je fais OK. Wouh! Bon, c'est pas le plus beau du monde, mais sachez qu'on peut le faire. Bon. Une autre chose que je voulais vous montrer. Oui, je vous avais dit que chacune des couches a des attributs associés, un tableau. Bon, pour les aires de diffusion, par exemple, si je clique droit, vous avez ici ouvrir les attributs. Donc, pour chacune de ces couches, il y a un tableau, puis vous pouvez voir qu'est-ce que c'est associé à chacune de ces aires. C'est cool quand on clique ici parce qu'on peut la mettre directement ici. Donc, si votre écran est assez grand, vous pouvez un peu naviguer dans vos aires de diffusion, puis elles vont se illuminer ici pour savoir où vous êtes. Mais si vous cliquez ici, vous pouvez aussi aller trier par ordre alphabétique ou pour aller vraiment trouver l'information sur une aire précise. Donc, c'est visuel. Voilà pour les aires de diffusion. Aussi, je vous avais parlé du CSV avec les données statistiques, mais je ne les vois plus ici. Parce que là, vous voyez que ce symbole, c'est un tableau CSV. Je devrais voir un autre tableau CSV ici, mais je ne le vois pas. Where are you? Je vais voir si je le vois ici. Non, je n'ai pas un sondage. Je devrais avoir un autre tableau que je ne trouve pas. Peut-être c'est ici. Sondage, non? Où est-tu? Ah, voilà. Bon. Donc, cette icône ici me dit que c'est pas un shapefile, c'est vraiment un CSV ou un Excel. Mais je peux quand même faire ça. Et il apparaît là. On ne va pas le voir visuellement parce que c'est uniquement une table d'attributs. Mais on pourrait l'ouvrir comme table d'attributs. Donc, c'est ça que j'ai. J'ai la population, la superficie et la densité de population. Donc, c'est... ah, et j'ai oublié une chose. J'ai ici le code unique que je vous disais qu'on pouvait ressortir de chasse pour les aires de diffusion. Donc, j'ai mon G-Adidou pour chacune des aires de diffusion, puis j'ai ici mon code ID où on peut coller les deux pour que ces trois colonnes apparaissent dans dans mon tableau d'attributs des aires de diffusion pour après pouvoir choisir ces données pour une visualisation, par exemple, par population. Donc, comment faire ça? On doit se mettre directement sur les aires de diffusion. On va cliquer Propriétés. Puis, vous avez les jointures ici. Donc, on fait un plus. Puis, on va choisir ici. Donc, c'est vraiment la population qu'on veut. Puis, c'est le code ID, on avait dit. Donc, c'est le code ID qui est le même que le G-Adidu. Puis là, on peut dire qu'est-ce qu'on veut. Donc, je veux tout ça. On peut
personnaliser le préfixe parce que les noms très longs pour les colonnes sur QGIS, il n'aime pas trop ça. Donc, on pourrait laisser population 2016. Puis, on va faire OK. On va faire appliquer. On va faire OK. Puis, ils auraient dû apparaître ici. Population 2016, population 2016, population 2016. OK, je ne vous ai pas montré qu'ils n'étaient pas là avant, mais croyez-moi, ils n'étaient pas là avant. J'ai oublié ce petit détail. Donc, avant, on n'avait pas ces trois colonnes, puis maintenant, elles sont là. Donc, ça va nous permettre, quand on veut mettre des couleurs, par exemple, la densité de population à Montréal ou dans cette zone, je vais pouvoir le faire. Donc, je n'ai pas le temps de vous montrer ça, mais on a un webinaire qu'on avait fait, ça fait 1 an et quelques ou 2 ans, on montre ça. Donc, si jamais vous voulez le voir, vous pouvez le voir. Sinon, derrière QGIS, il y a beaucoup de personnes qui sur Internet ont beaucoup d'informations. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, allez voir ce qu'ils font parce qu'ils ont tout ça très détaillé avec des saisies d'écran, pas par pas, ce qu'il faut faire pour, par exemple, localiser des photos, pour faire ce que je viens de faire, pour tout. Il y a de l'information, puis c'est là aussi que moi, j'y vais pour trouver ça. Donc, on a très peu de temps. Donc, on a vu ça, l'interface, le nouveau projet. Je pense que je vous ai montré tout ça. Donc là, vous avez les liens pour les arrière-plans, comment importer. Là, c'est la façon d'importer plus longue, on va dire. Puis, comment visualiser ça. Donc là, c'était Beloeil au lieu de Saint-Bruno, mais peu importe, c'est la même chose. Puis, la symbologie, on a fait ça aussi. Je ne vous ai pas dit que dans champ de source, vous pouvez aller éditer tous les champs. Donc, vous pouvez éditer le nom, vous pouvez même mettre certaines requêtes pour dire, je ne sais pas, type, c'est égal à superficie plus longueur. On peut faire ce type d'analyse. Mais je vous dirais, tout ce qui peut être fait sur Excel, c'est mieux de le faire avant de l'importer. Parce que sur QGIS, ça va être 4 fois plus compliqué que de le faire sur Excel. Donc, c'est vraiment pour des choses plus spécifiques à des choses qu'on ne peut pas faire sur Excel. Donc, tout ça, on l'a vu, la table d'attributs, je pense que je vous ai montré tout ça. Aussi, les noms, je voulais vous dire, faites attention quand vous allez extraire des données de chasse. Parfois, comme c'est en anglais, tout ça qui est accent français, il n'aime pas ça du tout. Donc, il fait des choses comme ça, puis QGIS n'aime pas ça du tout. Donc, si vous pouvez déjà nettoyer ça sur Excel avant de les importer sur QGIS, c'est parfait. Puis là, je vous ai mis le lien vers le webinaire que je vous disais où on avait fait la densité de population. La densité de population? Bon, quelque chose de semblable à ça pour mettre des couleurs sur certaines données du recensement qu'on voulait mettre de l'avant. Je vous ai mis ici plein de ressources pour QGIS si vous avez plus de questions. Moi, je suis toujours là. Donc, si vous ne trouvez pas votre réponse, je vais faire aussi mes recherches de mon côté. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions, ce qui pourrait être intéressant pour vous, ce que vous cherchez si vous ne trouvez pas des données ou une réponse pour QGIS. Puis, s'il y a quelque chose d'intéressant sur QGIS que vous voudriez peut-être voir qu'on fasse un autre webinaire pour aller un peu plus loin parce que c'est très long. On a vu beaucoup de choses là. Mais je pourrais faire peut-être un autre webinaire plus spécifique sur QGIS si je cherche ce qui est intéressant pour vous. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires.